Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Abordons maintenant, après avoir examiné les régimes parlementaires, les régimes présidentiels. Pour ceci, nous nous axerons surtout sur le régime présidentiel américain. On parle alors d'une séparation rigide des pouvoirs dans ces régimes présidentiels, c'est-à-dire qu'il y a une absence ou une quasi-absence d'interférence entre eux. Chaque pouvoir est élu indépendamment de l'autre pour un mandat déterminé par les citoyens. Le législatif a le monopole du vote des lois, tandis que l'exécutif, monocéphale, n'est pas contrôlé dans sa fonction. On peut représenter ainsi ce régime de la manière suivante. Du côté du pouvoir exécutif, on va trouver le président des États-Unis qui occupe une place monocéphale. Il est à la fois chef de l'État et du gouvernement. Et c'est lui qui va nommer les secrétaires d'État de son administration. Comprenez, c'est l'équivalent des ministres pour nous. Par ailleurs, le pouvoir législatif est constitué d'un parlement que l'on appelle le Congrès, constitué de deux chambres. Une chambre qui est le Sénat. Le Sénat, c'est 100 sénateurs, et la Chambre des représentants. Le Congrès siège à Washington dans un bâtiment que l'on nomme le Capitole. Les électeurs votent à la fois les représentants, mais votent également pour élire les sénateurs. Chambre des représentants, comme sénateurs, sont renouvelés par tranche tous les 2 ans. C'est ce qu'on appelle le midterm aux États-Unis. Également, les électeurs vont élire par le biais des grands électeurs le président des États-Unis. On a ici effectivement une séparation au niveau de l'élection. Le président est entièrement élu et tient son pouvoir des électeurs comme le Parlement lui-même tient son pouvoir des électeurs. Cependant, cette séparation n'est pas complètement absolue. Le président dispose d'un droit de veto, tandis que le Sénat, lui, doit donner son accord pour les principales nominations aux postes clés de l'administration. Par ailleurs, si d'un côté le président peut utiliser son droit de veto, eh bien les parlementaires, eux, peuvent déclencher une procédure dite d'impeachment qui peut conduire jusqu'à la démission du président. On a ainsi dans l'histoire 3 procédures célèbres d'impeachment. L'impeachment d'Andrew Johnson en 1968, celui du président Robert Nixon, et puis également la procédure menée contre le président Clinton en 1998. Cette accusation n'est possible cependant que dans des cas extrêmes, là où on prouverait que le président est soupçonné de trahison, de corruption, voire de crime ou de certains délits pouvant être contraires à la morale. En fait, l'impeachment est valable pour tous les hauts fonctionnaires du gouvernement, pas seulement pour le président. Le président a une réputation de toute puissance qui n'est pas complètement usurpée. En effet, si on regarde de plus près ses pouvoirs, eh bien, il est à la fois le symbole de l'unité nationale, on le voit très bien dans les films américains, le président est le personnage qui est extrêmement protégé, et on a pour l'habitude de dire que si le président est enlevé ou tué, on parle de la chute de l'aigle. Il est également à la tête de la diplomatie américaine. C'est lui qui reconnaît les États. C'est le chef, c'est le commandant en chef des forces armées. Il a la responsabilité de la défense du territoire national, l'engagement des troupes en cas de conflit. Il dispose de ce fameux droit de grâce également. Il est à la tête de l'administration, du gouvernement, et
il a aussi bien le pouvoir de nomination que de révocation des hauts fonctionnaires de l'État. C'est également un législateur, puisqu'il va pouvoir proposer des lois et notamment donner ses propositions d'orientation pour l'année lors d'un discours qu'il fait devant le Congrès où les deux chambres sont réunies, ce qu'on appelle le fameux discours de l'Union, pour lequel les congressmen ne pourront pas s'opposer dans les mois constituent l'année. Et c'est lui qui a le pouvoir d'exécution des lois. Du côté du Congrès, on a des propres prérogatives. Le Congrès, au total, c'est 535 parlementaires, qui est réparti dans les deux chambres. On va trouver ainsi 435 représentants qui représentent les citoyens des États-Unis. Et on va avoir 100 sénateurs, 2 sénateurs élus par État, et qui ont la vocation de représenter ainsi les différents États. Tous ces membres sont élus au suffrage universel. Le Congrès est chargé d'élaborer, de discuter, de voter les lois. Il exerce également un pouvoir sur les dépenses fédérales, le commerce et la défense du pays. Le Sénat, lui, qui représente les États et la politique nationale, alors que la Chambre des représentants, lui représente les citoyens, donc s'adresse et s'occupe des problèmes de la vie quotidienne de ceux-ci. La Chambre ou le Sénat n'est pas supérieur à son homologue. Largement, les deux assemblées doivent travailler en coordination. Voilà dans les grandes lignes cette présentation de ce système présidentiel américain. La limite du pouvoir du président, c'est que pour qu'il puisse proposer des lois, il a besoin d'une majorité parlementaire dans les deux chambres. Si cette majorité lui fait défaut dans l'une ou dans l'autre, il sera soit confronté à des difficultés pour la politique intérieure touchant les citoyens. À l'inverse, si c'est le Sénat pour lequel il n'est pas majoritaire, il va être relativement dépendant, pour ne pas dire bloqué, pour toute sa politique extérieure internationale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.